Bonjour mes chers élèves. Dans cette séquence vidéo, nous allons continuer sur le chapitre la génétique des populations. Et au début, je vais vous présenter un un schéma de synthèse qui nous présente un petit peu, si vous voulez, le plan du chapitre ou bien les grands axes du chapitre. Nous avons donc la génétique des populations. Nous avons ici donc deux situations. Alors, soit que la population donc répond aux conditions de Hardy-Weinberg, alors dans ce cas-là, c'est une population équilibrée, donc dans laquelle la structure génétique est stable, c'est-à-dire la nature des fréquences la nature des allèles et leurs fréquences sont stables au fil du temps, c'est-à-dire à travers les générations. Dans la deuxième situation, on a donc la population subit l'effet des facteurs de la variabilité génétique. Alors, quels sont ces facteurs de la variabilité génétique? Donc, ils sont au nombre de quatre. Nous avons les mutations, la sélection naturelle, la dérive génétique et la migration. Donc, ici, on doit donc insister sur le fait que les conditions de Hardy-Weinberg, c'est un petit peu euh, l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire dans la réalité, une population équilibrée, c'est un cas théorique qui est absent, rare, voire absent dans la nature. Mais qu'est-ce qui existe effectivement dans la nature? C'est que donc les populations subissent l'action de ces quatre facteurs de la variabilité génétique, à savoir les mutations, la sélection naturelle, la dérive génétique et la migration. Donc aujourd'hui, on va donc traiter le premier donc, facteur de variabilité génétique, à savoir les mutations. Donc vous avez ici les mutations, séquence 3, les mutations et la variabilité génétique. Dans cette introduction, donc je vais vous lire donc l'introduction de cette séquence. Eh bien, nous avons le polymorphisme génétique au sein des populations est le résultat de la diversité des allèles et des génotypes. Les mutations sont responsables de l'apparition de nouveaux allèles à partir d'anciens allèles. Quels sont les types des mutations et quels sont leurs effets sur l'équilibre des populations et leur variabilité? Donc, les principaux donc, concepts que nous allons traiter en ce qui concerne les mutations, c'est en quelque sorte un rappel de ce que vous avez déjà vu dans le chapitre de l'expression de l'information génétique. Et il faut tout simplement signaler que on peut avoir donc deux types de mutations, soit ce qu'on appelle les mutations ponctuelles, c'est-à-dire les mutations qui touchent des allèles, des gènes bien précis, c'est-à-dire qui aboutissent à la modification de la séquence nucléotidique d'un gène donné. Donc c'est ce qu'on appelle les mutations ponctuelles, ou bien il y a les mutations chromosomiques. C'est comme ce qu'on avait déjà vu donc, en génétique humaine, c'est-à-dire les translocations de gènes, etc. Donc les modifications de la structure, translocation de chromosomes, les modifications de la structure des chromosomes et de leur nombre, etc. Mais on va insister surtout sur donc les mutations ponctuelles. Alors, on va donc voir le document 1. Le document 1, donc c'est, si vous voulez, c'est en quelque sorte un rappel de ce que vous avez déjà vu au niveau de l'expression de l'information génétique. Donc, au niveau d'un organisme diploïde, les cellules germinales génèrent les gamètes et les cellules somatiques constituent le reste des organes et des tissus de l'organisme. Les mutations ne sont transmissibles génétiquement que si elles touchent les cellules germinales. Les mutations touchent l'ADN et leur effet
se transmettent à l'ARN messager, puis aux protéines. Donc il faut insister sur le fait que les mutations, c'est une histoire de modification au niveau de l'ADN, généralement au cours de la duplication de l'ADN. Donc il peut y avoir donc une sorte d'erreur de synthèse d'ADN par l'ADN polymérase, ce qui fait donc qu'on aura des modifications au niveau des séquences nucléotidiques. Donc, qui dit donc mutation, c'est un problème qui touche l'ADN, et puis ces conséquences vont se répercuter au niveau de l'ARN messager, et puis au niveau de la protéine. Donc vous avez très bien l'histoire de la relation entre le gène et la protéine. Donc, les mutations, on peut avoir des mutations au niveau des cellules somatiques ou bien des mutations au niveau des cellules germinales. Et bien sûr, les mutations qui peuvent donc se transmettre à travers la reproduction sexuée, ce sont les mutations qui touchent bien sûr les cellules germinales et non pas les cellules somatiques. Bien. Les mutations sont de trois types. On a les substitutions, les délétions ou additions d'un ou plusieurs nucléotides au niveau du gène. D'autres types de mutations sont plus complexes. Donc, généralement, nous traitons les mutations plus ou moins qui sont simples, c'est-à-dire soit vous avez une addition d'un nucléotide ou plusieurs nucléotides, une substitution d'un nucléotide ou plusieurs nucléotides, ou bien une délétion donc d'un nucléotide ou de plusieurs nucléotides, en plus des mutations complexes qui sont, si vous voulez, en quelque sorte un mélange de ces trois types. Bien. Les mutations par substitution sont de trois types. Non-sens, faux sens et mutation silencieuse. Alors, non-sens, la mutation aboutit à la formation d'un codon stop au niveau d'un codon qui code pour un acide aminé, ce qui fait que la traduction s'arrête. C'est-à-dire, vous pouvez avoir par exemple une protéine donc, qui est constituée de, soi-disant, par exemple, 120 acides aminés, 120 résidus acides aminés, et si vous avez donc la mutation vous provoque, par exemple, l'apparition d'un codon stop juste après le codon 70 et le codon 71 deviendra donc un codon stop, et bien donc la synthèse de la protéine s'arrête, et puis donc une protéine dont la synthèse n'est pas achevée, c'est comme une protéine qui n'est pas du tout synthétisée parce que euh, le sort donc de la protéine inachevée, c'est tout simplement la destruction par la cellule. Donc, mutation non-sens, la mutation aboutit à la formation d'un codon stop au lieu d'un codon qui code pour un acide aminé, ce qui fait que la traduction s'arrête, c'est-à-dire la synthèse de la protéine s'arrête. Mutation faux sens, la mutation aboutit à la formation d'un codon qui correspond à un autre acide aminé. Donc, vous pouvez avoir donc, une séquence d'acides aminés et vous avez donc un codon qui code par exemple pour un acide aminé X et puis donc la mutation va vous donner un autre codon qui code pour un acide aminé Y. Troisième catégorie de mutations, ce sont les mutations silencieuses. Les mutations silencieuses. Vu la redondance du code génétique, ce type de mutation n'a aucun effet sur la chaîne polypeptidique car plusieurs codons peuvent coder pour un même acide aminé. Donc vous savez très bien, lorsque vous avez étudié le tableau du code génétique, que nous avons 64 codons, 3 codons stop, 61 codons correspondent à 20 acides aminés. Donc, puisque 61 correspond à 20, donc il y a des répétitions, c'est-à-dire que plusieurs acides aminés possèdent plusieurs codons. Donc, 61 codons couvrent 20 acides aminés. Donc, cette répétition, c'est ce qu'on appelle donc la redondance. Donc, si vous avez la mutation, si vous avez par exemple un nucléotide qui code pour un acide aminé X, et après la mutation,
vous aurez un autre nucléotide qui code pour le même acide aminé X, c'est-à-dire dans ce cas-là, la mutation n'aura pas d'effet au niveau de la séquence des acides aminés au niveau de la protéine. C'est ce qu'on appelle donc une mutation silencieuse. Et c'est ce qu'on a donc résumé un petit peu dans ce schéma. Vous avez donc en gros trois types. Voilà, donc nous avons trois types de mutations. Trois types de mutations. Les mutations par addition, les mutations par délétion et les mutations par substitution. Et les mutations par substitution, c'est ce troisième type qui est subdivisé en trois catégories, c'est-à-dire les mutations non-sens, faux sens et les mutations silencieuses. Voilà. Voilà, donc, voilà. Les mutations silencieuses. Après, donc, dans le document 2, on va voir un exemple. On va voir donc un exemple de mutation. Nous avons ici donc le document 2. Vous avez l'hémoglobine est constituée de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Certaines mutations touchent la chaîne bêta, par exemple, peuvent causer des types d'anémie comme la thalassémie. La figure, donc ci-dessus nous montre une partie de l'ARN messager correspondant à la chaîne bêta pour l'allèle normal et 3 allèles mutants. Donc vous avez ici l'allèle normal et la mutation numéro 1 et la mutation numéro 2 et puis la mutation numéro 3. Donc ces séquences-là correspondent à des séquences d'ARN messager pour donc la chaîne bêta de l'hémoglobine. La question nous demande de déterminer les types de mutations correspondant respectivement aux mutations 1, 2 et 3. Donc on va faire donc une comparaison au niveau de ces séquences nucléotides d'ARN messager. Et pour la mutation numéro 1, on va constater par exemple au niveau du triplet 6, vous avez ici GAG et vous avez ici GAA. Juste après, donc tout ce qui est avant, c'est normal. Tout ce qui est après, c'est aussi normal. GAG, etc. Donc vous avez GAG et 6 GAA. Donc c'est une mutation par substitution. Si je compare toujours l'allèle sauvage avec la mutation numéro 2, qu'est-ce que je vais constater? J'ai ici G, 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 et après j'ai G, A, G. Donc, je vais constater que c'est une addition. Donc, G, A, G, et ici G, G, G. Pardon, c'est une substitution du nucléotide A. Donc, le nucléotide A, vous avez donc dans le triplet numéro 6, GAG, et ici vous avez donc, on supprime le A,
et on aura G, G, G. Et vous allez constater qu'après la mutation, tous les triplets qui sont après la mutation vont être modifiés, vu donc qu'il y a ce qu'on appelle le décalage du cadre de lecture. Troisième type, troisième mutation, nous avons ici au niveau du triplet 72, nous avons AGU. Le triplet 71, nous avons UUU. Et ici, vous avez donc une addition de U juste après le triplet numéro 71. Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme réponse à la question numéro 1? Eh bien, vous avez donc la mutation numéro 1, le triplet numéro 6, GAG, codant pour l'acide glutamique, GLU, s'est transformé en GAA. Il s'agit donc d'une substitution du nucléotide G en A au niveau de l'ARN messager, c'est-à-dire au niveau du brin transcrit du triplet d'ADN, nous aurons CTC va être transformé en CTT. Donc, on a présenté donc la mutation au niveau de l'ARN messager et donc ce qui lui correspond au niveau du brin transcrit d'ADN. Nous avons donc CTC se transforme en CTT. La mutation à substituer C par T, c'est une mutation par substitution, c'est une mutation silencieuse car les deux codons GAA, vous avez les deux codons GAA, GAG et GAA codent pour le même acide aminé, à savoir l'acide glutamique. La mutation numéro 2, c'est une mutation par délétion de A au niveau du triplet numéro 6, GAG, qui devient GGG. Ici, vous avez une remarque. Les mutations touchent l'ADN et leurs effets se répercutent sur l'ARN messager et par conséquent sur les protéines. La mutation numéro 3, c'est une addition de U juste après le triplet 71. Donc, la deuxième question, on nous demande de déterminer les séquences polypeptidiques correspondant respectivement aux 4 parties des molécules, aux 4 parties des molécules d'ARN messager. Donc ça, c'est tout simplement une sorte de répétition. Vous savez très bien donc comment transformer la séquence des nucléotides au niveau de l'ARN messager en une séquence d'acides aminés en utilisant donc le tableau du code génétique. Donc tout simplement ici, je vous renvoie au chapitre sur l'expression de l'information génétique. On va passer maintenant donc à la troisième question. Déduisez quelques propriétés des mutations, de ces mutations. Donc les mutations peuvent modifier la structure de la protéine par la modification de la séquence des acides aminés. Cette modification a généralement des conséquences sur la fonction biologique de la protéine. Les mutations peuvent avoir comme conséquence l'absence de synthèse de la protéine. C'est ce qui se passe généralement lorsqu'une mutation provoque l'apparition d'un codon stop au niveau de l'ARN messager, ce qui empêche l'achèvement de la synthèse de la protéine. Donc c'est ça la réponse à la question 3 en ce qui concerne donc quelques propriétés des mutations. Maintenant, on va passer à un autre document. Alors, c'est le document 3. Alors, le document 3, les mutations et la variabilité génétique. Les mutations et la variabilité génétique. Les taux de mutation sont généralement faibles. Ils varient selon les espèces et chez la même espèce, ils varient selon les gènes et les allèles. Par exemple, pour le syndrome orodigitofacial. Le syndrome orodigitofacial, c'est une maladie héréditaire chez l'homme. Le taux de mutation est d'environ 5, 10 puissance moins 6. C'est-à-dire, si vous avez par exemple
un allèle grand A qui va muter pour se transformer en un allèle petit a. Alors, dans chaque génération, vous avez un taux de mutation de 5 10 puissance moins 6. Donc, si vous voulez, comme si on dit 5 sur 1 million. C'est-à-dire, si vous avez un nombre, une quantité de gènes, si vous avez par exemple 1 million d'allèles dans une population donnée, donc parmi ce 1 million, dans chaque 1 million d'allèles, il y a 5 allèles grand A qui vont se transformer en petit a. Donc vous voyez, 5 sur 1 million par génération, ça montre que les mutations sont relativement rares. Donc pour le syndrome orofaciodigital, le taux de mutation est d'environ 5 10 puissance moins 6 par génération. Pour le syndrome de Duchenne, ce taux varie entre 43 10 puissance moins 6 et 105 10 puissance moins 6 par génération. Ces taux concernent les allèles normaux qui se transforment en allèles mutants dans chaque génération. Bien. Donc ici, ces taux, ça nous montre que le taux de mutation, c'est variable en fonction des espèces. Au sein de la même espèce, c'est variable en fonction des gènes, mais c'est variable même en fonction des allèles. Si vous avez par exemple, ici, vous avez l'allèle grand A et l'allèle petit a, ce sont deux allèles qui représentent le même gène, mais chaque allèle possède donc son propre taux de mutation. C'est-à-dire, le taux de la transformation de grand A en petit a, ce n'est pas le taux de la transformation de petit a en grand A. C'est pour cela qu'on a noté ici donc U comme le taux de mutation de petit a en grand A et V le taux de mutation de grand A en petit a. Ces taux concernent les allèles normaux qui se transforment en allèles mutants dans chaque génération. Puisque les taux des mutations sont faibles, leurs effets ne deviennent manifestes qu'au bout de plusieurs générations. Plusieurs mutations sont réversibles, vu la rareté des mutations, leurs effets ne pourra pas devenir manifestes sur la structure de la population que après un nombre relativement élevé de générations. Parmi ces mutations, on peut avoir ce qu'on appelle donc des mutations réversibles, c'est-à-dire que la mutation, elle se passe dans un sens et en même temps, elle se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire, dans chaque génération, vous avez donc une proportion de l'allèle, par exemple, grand A, qui va se transformer en un allèle petit a, et une proportion d'un allèle petit a qui va se transformer en un allèle grand A. C'est ce qu'on appelle donc les mutations réversibles. Eh bien, donc, à partir de ce document, on va poser donc la question numéro 4, à savoir, à partir du modèle du document 2, donc ça, la quatrième question, ça concerne le document 2, que deviendront les fréquences respectives de l'allèle A, grand A, et de l'allèle petit a à travers les générations. Donc, c'est une question qui concerne le document 3. Donc, quelle est donc la conséquence des mutations réversibles sur la structure génétique des populations? Donc, mettons, on va partir d'une situation donnée. Donc, vous avez donc l'allèle grand A, il a une fréquence donnée, et l'allèle petit a, il a une fréquence donnée. Alors, dans chaque génération, il y a une proportion de grand A qui va se transformer en petit a et une proportion de petit a qui va se transformer en grand A. Donc, c'est en quelque sorte, ça ressemble à une réaction chimique qui se fait dans les deux sens. Après un certain temps, après un certain nombre de générations, donc il y aura une compensation de la mutation grand A petit a et la mutation petit a grand A. Donc, lorsqu'on aura donc une compensation, c'est-à-dire que il y aura donc une sorte d'équilibre entre les deux mutations, c'est-à-dire la mutation directe et la mutation inverse. Dans ce cas-là, donc, on va dire que les mutations vont participer, donc vont contribuer à la stabilité de la structure génétique de la population. Donc, comme réponse à la question numéro 4, donc je vais vous relire la question numéro 4. Pardon, un petit moment.
À partir du modèle du document 3, que deviendront les fréquences des allèles grand A et petit a à travers les générations? Le document 4 montre le cas d'une mutation réversible. Chaque sens de la mutation a son propre taux par génération. Donc U, c'est différent de V. Après un certain nombre de générations, on peut avoir un équilibre entre les effets des deux mutations, des deux sens de la mutation, d'où la stabilité des fréquences respectives des deux allèles grand A et petit a. Cinquième question, déduisez donc le rôle des mutations dans la variabilité génétique des populations. Donc, selon les situations, on peut avoir deux rôles. Soit que les mutations vont contribuer à la variabilité génétique des populations, si par exemple on a affaire uniquement à des mutations directes. Donc, si vous avez donc une mutation directe, c'est-à-dire par exemple grand A, ça va vous donner petit a, eh bien, au fil des générations, on va voir donc que la fréquence de l'allèle grand A va diminuer et la fréquence de l'allèle petit a va augmenter. Donc, dans ce cas-là, on va dire que les mutations contribuent à la variabilité génétique des populations. Mais dans le cas où on aura donc des mutations réversibles, eh bien, après un certain nombre de générations, il y aura donc un effet de compensation entre les deux sens des mutations et on va dire dans ce cas-là que les mutations participent à la stabilité génétique, donc participent à l'équilibre des populations. Eh bien, comme réponse à la cinquième question, selon les situations, les mutations peuvent avoir des effets différents sur la structure génétique d'une population. Alors, premier cas, si une mutation s'effectue en sens unique, elle va contribuer à la variabilité génétique de la population. En effet, la fréquence de l'allèle de départ diminue contre l'augmentation de la fréquence de l'allèle mutant. Deuxième situation, les mutations réversibles contribuent à la stabilité de la structure génétique de la population vu l'effet de compensation entre les deux sens de la mutation. Voici donc ce qui est pour les mutations. Donc c'est une séquence qui est relativement facile parce que juste on fait un rappel de ce que vous savez déjà sur donc à propos du chapitre de l'expression de l'information génétique. Merci et portez-vous bien.